Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine qui sera marquée par les enjeux techniques de l'échéance mensuelle avec l'expiration de différents produits dérivés, contrats futurs sur indices notamment, qui interviendront ce vendredi en fin de semaine. Entre-temps, les investisseurs suivront les différents développements sur les fronts politiques et géopolitiques du moment. Le front politique du plafond de la dette aux États-Unis avec un nouveau round de négociations qui est prévu a priori à partir de demain entre la Maison-Blanche et les leaders du Congrès. Les marchés suivront évidemment d'un œil l'entre-deux-tours des élections en Turquie avec un second tour qui devra déterminer effectivement qui sera le prochain président turc. Le second tour est fixé au 28 mai alors que Recep Tayyip Erdogan a engrangé un peu plus de 49% des suffrages avec quasiment la totalité des bulletins dépouillés désormais. Et puis également sur le front politique mondial, les sommets du G7 qui se sont enchaînés ces derniers temps avec les aspects thématiques, ministériels et le sommet global des leaders politique du G7 qui se tiendra en fin de semaine à Hiroshima au Japon. Voilà donc pour la séquence politique et géopolitique devant nous. Les enjeux techniques, nous en parlerons dans un instant à l'occasion du plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. C'est Vincent Bois qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et puis la semaine sera marquée également par différents éléments d'indication sur la résilience, l'appétit de consommation des ménages aux États-Unis. Les ventes au détail pour le mois d'avril seront publiées demain à 14h30 aux États-Unis. Et puis nous aurons également pour la partie microéconomique les publications trimestrielles des grandes chaînes de distribution généralistes ou spécialisées aux États-Unis. Home Depot, Walmart figurent parmi les leaders qui publieront leurs résultats au cours de cette semaine. Voilà donc pour le topo, les marchés qui sont plutôt statiques en ce début de semaine. Le CAC 40 tourne toujours autour de 7450 points, un niveau qu'on préserve encore à mi-séance avec une progression de 0,5% à la Bourse de Paris. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Discutons effectivement de la situation technique des marchés en cette semaine d'échéance mensuelle, le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et Vincent Bois, analyste chez IG qui est avec nous en ce début de semaine. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Ravi de vous retrouver. La Fed est en pause, les marchés aussi semble-t-il. C'est vrai que les variations sur les marchés actions, sur les grands indices sont de plus en plus limitées avec un niveau de volatilité aussi qui reste relativement bas quand on regarde le VIX américain par exemple. Tout à fait, des marchés qui pour le moment hésitent et même depuis un an sur certains indices on reste dans ce range. Les mouvements haussiers sont de moins en moins importants mais ça ne pousse pas vers le bas. Donc un maintien des indices malgré tout de même les nouvelles, certaines positives mais beaucoup de négatives. La pause de la Fed, pourquoi ? Est-ce que l'économie ne peut pas tenir ou au contraire tout va bien ? Ou le rebond chinois également de l'économie chinoise qui est surveillée avec attention. On aura certaines données demain qui devraient être extrêmement positives mais du fait d'un effet de base qui est positif. Et encore l'Europe, on l'a vu ce matin avec la production industrielle qui est au plus bas depuis juin 2020. Et pour autant, des indices qui se maintiennent, on le voyait, parce que de l'autre côté, il y a les perspectives de PIB qui augmentent. Donc des nouvelles positives, des nouvelles négatives, plutôt les positives qui prennent toujours le lead sur les marchés. Et donc toujours, on va le voir, notamment sur le Dow Jones, un blocage des indices actuellement. Et c'est ça, quand on regarde le graphique du Dow Jones que vous nous apportez, Vincent, on voit un marché qui est quand même de plus en plus comprimé d'une certaine manière. Ah, c'est vrai, avant des forts mouvements qu'on voyait encore l'année dernière, des fortes baisses, des rebonds également, et puis depuis le rebond de début d'année ou de fin d'année de l'année dernière, octobre, on voit bien un indice qui évolue dans un petit range, qui ne veut pas casser sous les 31 800, qui est un niveau à surveiller. À plus court terme, on le voit, cette oblique également qui est une résistance importante, un peu au-delà des 34 000, qui fait office depuis maintenant un an, puisque le premier point date de mai 2022, qui fait office de résistance à nouveau, et donc,
techniquement également du fait des risques qu'on avait, ou plutôt des incertitudes. On va le voir avec ces discussions autour de la dette aux États-Unis. On va le voir également, comme vous l'avez dit, sur les résultats d'entreprise, sur la consommation américaine, qui pourrait nous donner un peu de volatilité. Techniquement, on est plutôt sur une poursuite de la baisse, et aller chercher nos 32 800 ou 32 600, qui a servi de support, les 23,6 de Fibonacci, qui est également ce support oblique. Donc un niveau tout de même qui semble vouloir être réclamé pour le moment parce qu'il n'y a pas de cassure des 34 000. Donc voilà un peu toujours les mêmes niveaux avec une amplitude qui se serre de plus en plus, qui devrait donner lieu à un mouvement important. Étant donné que les marchés sont plutôt haussiers, le mouvement pourrait être à la baisse pour essayer de rattraper certaines valorisations, peut-être au travers de la consommation américaine qui donne à peu près 70% de la croissance du PIB, donc qui est très importante et qui se fait par le crédit. On a vu également des resserrements dans justement les octrois de crédit. Donc tout de même un cocktail qui pourrait nous donner à court terme un retour vers le bas, 32 600 qui reste très, un niveau très élevé. En cas de cassure, attention en revanche à la remise en cause de cette tendance haussière que l'on voit depuis octobre. Mais il faudrait tout de même de mauvaises nouvelles parce que les marchés restent extrêmement résilients actuellement. Et à la hausse, de la même façon, il faudrait quand même de bonnes nouvelles pour venir casser ces 34 100 $ qui peut-être effaceraient ces mauvaises nouvelles. La séquence va être intéressante du fait qu'on a dépassé les réunions de Banque centrale. Les prochaines sont attendues mi-juin. Désormais, la saison des publications de résultats va se terminer tranquillement. Il y a encore quelques poids lourds américains qui vont publier cette semaine, mais le gros des résultats est passé. Donc c'est vrai que dans cette phase un peu d'entre-deux, ce sera intéressant de voir comment le marché peut évoluer en l'absence de grands événements, en tout cas du côté des banques centrales. On attend moins de grands événements comme la saison des résultats, les GAFAM sont passés, et les deux banques centrales, voire même la BOE également en Angleterre, qui sont passées, mais on a quand même plus de 10 à 15 membres de la Fed et du FOMC qui vont parler cette semaine. On a 6 membres de la BCE, on a Christine Lagarde également, et puis on aura Jérôme Powell tout de même qui ferme le bal parce qu'il interviendra vendredi. Donc on attend quand même de la volatilité, même si les marchés sont moins à l'écoute de la politique monétaire. En tout cas, ils voient déjà une baisse de taux, voire 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc voilà, les commentaires sont un peu moins écoutés, mais on va regarder tout cela qui pourrait donner lieu à une hésitation tout de même sur les marchés. Des grands indicateurs macro, on a eu l'emploi américain, l'inflation, des données mensuelles bien sûr qui reviennent donc toutes les 4 semaines. On aura cette semaine les ventes au détail pour le mois d'avril qui seront publiées demain au début d'après-midi. Sur le front des matières premières, intéressant de noter que, alors déjà le risque d'une reprise chinoise très inflationniste semble complètement écarté aujourd'hui, au point d'ailleurs qu'on s'interroge même sur la soutenabilité des prix sur certaines matières premières clés. Là, on peut regarder le pétrole aujourd'hui avec vous, Vincent, mais sur des métaux industriels, on a vu des retracements assez significatifs également. Oui, sur le cuivre également, qu'on ne regardera pas là, mais qui a un peu la même... qui donne un peu les mêmes informations. Alors le rebond sur le cuivre a été un peu plus important que sur le pétrole, mais entre ces deux matières premières, c'est tout de même l'énergie, une des plus utilisées au monde, et puis le métal, la matière première, le métal, qui est utilisé également dans tous les secteurs d'activité, le baromètre de l'économie, qui eux n'ont pas rebondi de façon extrêmement importante. Un recul sur le cuivre et sur le pétrole, le rebond de la réouverture chinoise, premier importateur de pétrole. On ne la voit pas vraiment depuis novembre. Et puis, ce discours finalement de rebond économique, la baisse également de la production de l'OPEP, principal cartel, tout cela, on ne le voit pas dans le graphique. On est revenu même sous le niveau, juste avant la baisse de la production. Donc, cette baisse de la production, ça montre quand même que le marché en avait besoin. Ça veut dire que la demande n'est pas forcément au rendez-vous, puisque les marchés n'ont pas progressé davantage. Donc, il y avait bien une substance... Non mais c'est intéressant, Vincent. Début avril, quand l'OPEP+, coupe à nouveau sa production, on plaque tout de suite le filtre géopolitique. C'est une forme de nouvel affrontement entre le cartel et les Américains et la Maison-Blanche, sans doute. Mais il y avait aussi de la substance macro derrière cette décision. Étant donné l'évolution, en effet. Donc, on peut aussi se dire que l'OPEP agira à nouveau, probablement une nouvelle baisse si celle-ci n'a pas eu d'impact sur le prix, qui est même bien en dessous de ce qu'on avait vu. Elle va probablement annoncer de nouvelles baisses, ce qui serait une inquiétude supplémentaire pour la demande également. Parce que du côté des États-Unis, ce sont les deux points qui pourraient peut-être faire rebondir à court terme le pétrole. Une décision de l'OPEP d'une nouvelle baisse de la production, ce qui n'est pas forcément positif pour le marché, mais à court terme pour le prix. Et puis les États-Unis, on attend toujours le début de la reconstruction des stocks stratégiques des États-Unis,
qui ne semble pas être tout de suite. Ils ont prévenu peut-être après juin. Donc pour le moment, ils sont dans un débat politique qui est concentré sur la dette et donc sur les dépenses. Donc pour le moment, le pétrole s'est un peu mis de côté, mais les États-Unis ne semblent pas vouloir encore reconstruire leur stock. Pourtant, les prix sont assez bas. Ils avaient dit $70 autour, c'est ça, c'est un prix 67, 72. C'était il y a quelques semaines déjà. Probablement, on y est tout de même depuis quelques temps. Il n'y a pas de rebond significatif et donc ils attendent peut-être un prix un peu moins élevé. Donc malgré tous ces facteurs propres au marché du pétrole, il n'y a pas de rebond significatif. Le rebond de la Chine également est remis en question et donc la baisse est plutôt à nouveau privilégiée finalement. On l'a vu sur les graphiques, si on parle le prix, puisqu'on est ici pour l'analyse technique, les 72,50 qui ont à nouveau échoué. On voyait c'était le support début 2023, une tentative, l'oblique également qui est un peu plus ancien quand on remonte en juin de l'année dernière, on retourne sous les $70. On est actuellement sur ce niveau, mais à court terme, soit les marchés ne voient pas de risque en début de semaine, on voit les marchés qui semblent ouvrir sur les futurs plutôt positivement, pourrait permettre de se maintenir sur les 70, mais tant qu'on est en échec sous les 72,50, c'est un risque tout de même, et donc on pourrait voir une accélération baissière plus importante. Le niveau que l'on surveille, qui a bien servi de support, proche des $65, c'est à surveiller à nouveau. Ça pourrait permettre, si on cassait justement et on accélérait sous les 70, une nouvelle annonce de l'OPEP. Donc il faut voir qu'on a un profil plutôt baissier, mais une annonce de l'OPEP pourrait être décidée à ces moments-là, lorsqu'il y a justement une pression baissière sur les prix. Pour le moment, les États-Unis, on va le mettre probablement de côté, mais les annonces de l'OPEP pourraient permettre de soutenir le prix. Mais au niveau macro, on est plutôt sur un risque qui est lié à l'économie. Oui, bien sûr. Côté des changes, intéressant de noter, alors ça fait 2-3 séances peut-être en fin de semaine dernière qu'on a vu le dollar arrêter de baisser et même repartir un peu de l'avant. L'euro-dollar est sous 1,09. On était plutôt au début du mois de mai entre 1,10 et 1,11, 1,1060 sur l'euro-dollar. On se retrouve 200 pips plus bas. Rien de dramatique, mais c'est vrai qu'on est surpris de voir le dollar se raffermir dans les conditions qu'on évoque, et notamment le risque, ou en tout cas le sujet du plafond de la dette qui cristallise quand même beaucoup de stress à court terme. En tout cas. Oui, tout à fait. Et puis on voit les indices qui, eux, ne baissent pas, parce que d'habitude c'est plutôt synonyme. Lorsqu'on a un dollar américain, les investisseurs sont un peu inquiets, donc les indices retournent en arrière. Pour le moment, toujours un maintien, même si on a eu quelques baisses vendredi. Ça a été racheté en fin de séance, qui a permis un peu de réduire cela. Et donc, cette hausse du dollar américain qui s'est finalement maintenue, parce que depuis des mois, on voit des rebonds, des tentatives qui sont vite mis à mal, et un maintien du dollar américain toujours sur son support. Et donc, on attend probablement un mouvement aussi important. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, il n'y avait pas forcément d'informations qui justifiaient directement cette hausse du dollar. Elle se maintient encore, même si aujourd'hui, c'est un peu délicat. L'euro progresse un petit peu plus parce qu'il y a eu les prévisions du PIB en zone euro. On a un peu écarté le risque sur la production industrielle, moins 4,1%, mais il y a un maintien. Mais si le dollar américain venait à se raffermir, on l'attend tout de même pour prise en compte un peu des risques. Il y a la dette, oui, ou au ralentissement économique surtout. Le cours du dollar qui ne veut pas baisser davantage, pourrait rebondir et donc amener justement à une tendance qui se poursuit. À court terme, pas de risque sur ce début de semaine pour le moment, peut-être avec la dette demain ou les résultats sur la consommation américaine, et donc un maintien à très court terme. Mais attention, le dollar américain, s'il maintient son rebond haussier, on pourra aller voir des niveaux qu'on n'a pas vus depuis quelques mois déjà, et donc une baisse un peu plus importante sur l'euro-dollar. Ici, on a ce niveau sur les 1,0765, ici qui a servi de résistance, mais qui a été également un support important il y a un certain temps. Donc attention, sous la moyenne mobile 50 périodes, le dernier franchissement qu'on a vu, c'était en février, et ça avait amené une accélération plus importante. On peut aller chercher ici nos 1,0765. Bien entendu, ça va dépendre un peu de la psychologie des marchés. Est-ce qu'ils prennent en compte qu'il y a plus de risques tout de même, ou au contraire, un retour haussier sur les indices. Il faut bien regarder le dollar, comme souvent d'ailleurs, comme une mesure de l'aversion au risque ou non. Avoir un renforcement du dollar aujourd'hui dans le contexte actuel, oui, ce serait un signe de refuge recherché par les investisseurs. Oui, probablement. On le voit effectivement. Le cours de l'or, lui, sert encore, mais le cours du dollar et le VIX également, l'indice de volatilité, qui est pareil, assez en baisse. Il n'y a pas de tentative de rebond. Ces deux indicateurs, le dollar américain et le VIX, sont plutôt sur pas forcément beaucoup de risques. Donc lorsqu'on le voit voire les deux progresser, c'est tout de même à surveiller avec attention, surtout si le rebond du dollar se maintient.
Bon, on verra comment l'ambiance évolue effectivement, notamment autour de cette question du plafond de la dette qui bloque un petit peu, on va dire, les prises d'initiative à très court terme. La date du 1er juin, c'est la date fatidique qui a été communiquée par le Trésor américain et de nouvelles discussions sont prévues évidemment cette semaine entre la Maison-Blanche et les différents leaders du Congrès. Merci beaucoup Vincent. Merci. Vincent Bois qui était avec nous en plateau chaque lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG sur Bismart. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Revenons sur les enjeux de marché, bien sûr, avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence pour poursuivre cette discussion spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour et bienvenue John, ravi de vous retrouver. Effectivement, regardez un petit peu les niveaux techniques d'indices avec Vincent Bois d'IG. On a pris le Dow Jones comme référence aux États-Unis, mais on peut regarder le S&P 500. Effectivement, vous le constatez comme tout le monde, John, le S&P 500 qui est un peu sur sa zone de plafonnement autour de 4150 points. C'est un niveau que le marché américain n'a pas redébordé depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant. Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire. On voit qu'il n'y a pas de conviction, mais vous l'avez dit avant, en fait, souvent lorsqu'on regarde les résultats des entreprises et surtout les statistiques économiques, eh bien, on a l'impression que les investisseurs regardent le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, puisqu'on peut avoir, et on l'a vu lors de ces dernières semaines, on peut interpréter les statistiques économiques mais comme on le veut, et même les réunions des banques centrales. Puisque je vous rappelle quand même, Grégoire, que absolument tous les analystes avaient dit qu'avant la réunion de la Fed, avant la réunion de la BCE, eh bien, c'était un game changer, c'est-à-dire que, en fait, ça allait déterminer si on allait rentrer dans une pause qui potentiellement pouvait être une pause qui allait redynamiser les valeurs cycliques ou si on allait continuer aux États-Unis de monter les taux comme en Europe et que ce serait extrêmement négatif pour les marchés. Mais en définitive, eh bien, on voit qu'on est dans une situation où depuis août 2022, on n'arrive pas à casser ce plafond de verre. Et la chose est toujours assez intéressante, c'est que vous en parliez juste avant, le plafond de la dette américaine, mais vous savez, lorsque on cherche le signe noir, Grégoire, c'est évidemment pas en le nommant que c'est un signe noir, puisque le signe noir, selon la définition, c'est évidemment un sujet, un événement auquel on ne s'attend pas. Donc ici, évidemment, on peut donner plusieurs exemples. Chacun se focalise sur 2011, lorsque les États-Unis avaient perdu le AAA, ce qui avait fait baisser fortement le S&P 500, et on était entré dans une zone de volatilité extrêmement forte pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors évidemment, il y a ça. On sait qu'il y a une réunion, vous en parliez, demain entre McCarthy des Républicains et le président démocrate, mais on sait que c'est une question politique plus qu'économique, puisqu'on a les élections présidentielles l'année prochaine. Donc aujourd'hui, dire quel est l'événement qui va nous faire sortir de ce canal, eh bien c'est extrêmement difficile de le dire parce que potentiellement, comme l'histoire nous l'a appris, on pourrait rester là plusieurs trimestres, alors que, évidemment, c'est une frustration, mais au moins, on n'est pas dans une zone baissière. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur des scénarios ? D'ailleurs, il y en a plusieurs des scénarios possibles devant nous, John, mais l'idée qu'on ait un marché un peu ennuyeux, c'est comme ça que je le qualifie, qui soit rangé, qui évolue dans des bornes de fluctuation plutôt bien identifiées, peut-être du plus 10, moins 10. D'ailleurs, c'est la vie normale des marchés actions, mais cet entre-deux, finalement, j'allais dire, c'est peut-être le meilleur qu'on puisse espérer pour quelques semaines, quelques mois devant nous. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a aussi l'aspect humain dans l'investissement, Grégoire. C'est-à-dire que l'année passée, ça paraît très lointain, mais toutes les classes d'actifs ont baissé. Le fameux 60-40 qu'on évoque quelques fois ensemble, il est baissé de plus de 14%. C'est une des plus fortes baisses de l'histoire de cette mesure. Et en fait, lorsqu'on a une forte baisse, on s'attend l'année d'après à avoir une forte hausse. Alors que foncièrement, après ce choc, parce que c'était un choc sur les marchés, avec entre autres la guerre en Ukraine, eh bien, d'avoir un marché, comme vous le dites,
qui peut ne pas vraiment bouger et être assez frustrant, mais sans connaître une baisse, eh bien, c'est le meilleur des scénarios pour potentiellement, en fin de cette année ou en 2024, repartir à la hausse. Ça, ce serait le scénario idéal, mais évidemment, il y a la frustration des investisseurs qui, l'année passée, pour la majeure partie, ont perdu de l'argent sur leur portefeuille et voudraient évidemment récupérer ce qu'ils ont perdu au moins. Un des indicateurs techniques qui est très suivi sur les marchés actions, c'est ce qu'on appelle la largeur de la participation, le breadth du marché américain notamment. Et force est de constater, c'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui est toujours plus exacerbé année après année, John. L'idée que la performance du marché américain, du S&P 500 depuis le 1er janvier, repose sur un groupe toujours plus limité de valeurs. Alors évidemment, ce sont les plus grosses valeurs du monde, ce sont les plus grosses capitalisations boursières du monde, Apple étant l'emblème de ces valeurs-là, mais ce manque de participation continue d'interpeller les investisseurs. Oui, tout à fait, parce que lorsqu'on regarde, on voit qu'aujourd'hui, les 10 premières positions du S&P 500, elles pèsent plus de 30% de l'indice, et que Apple pèse 7,2% de l'indice en termes de poids. Donc, si vous regardez ici, depuis près de 40 ans, c'est le poids le plus élevé qu'a jamais eu l'indice pour une valeur du S&P 500, parce que si vous revenez, par exemple, en 1980, le poids le plus élevé, c'était IBM, et c'était 4,3%. Et on était monté en 1985 à 6,4% de l'indice, le poids d'IBM, donc on était encore loin des 7,2. Alors, si on retourne encore en arrière, on a des pondérations qui sont plus élevées pour une valeur, mais on voit que depuis 40 ans, c'est assez exceptionnel. Alors, on se dit évidemment que si on a un indice qui repose seulement sur quelques valeurs, c'est risqué, mais aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, mais aux États-Unis, vous voyez que plus la valeur est élevée, plus les fonds de pension, notamment, eh bien, sont obligés, d'une certaine manière, d'investir dans ces valeurs. Et on voit que le poids des investissements dans ces valeurs, c'est pas quelque chose de spéculatif, mais c'est quelque chose d'assez fondamental. Alors évidemment, ça pose la question de dire quels sont les relais de croissance, quelles sont les valorisations de ces entreprises. Mais on voit qu'une société comme Apple, si on parle d'Apple, eh bien, on voit que c'est une société qui a toujours des très bonne croissance dans le secteur des services et même dans les iPhones. Vous savez, Grégoire, on parlait beaucoup des iPhones et de la baisse de la croissance des iPhones. Eh bien, lors de la publication qu'on a eue il y a 2 semaines, on a vu que la croissance était de 2%. Alors, vous me direz, 2%, c'est pas beaucoup, mais les projections pour l'ensemble du secteur des iPhones étaient plutôt de moins 10%. Et il y a une autre chose aussi où il y a une espèce de dépendance. Et il y a un graphique très intéressant qui a été publié ce week-end par la Société Générale, qui a fait la distinction entre les valeurs du S&P 500 et la distinction entre les valeurs du S&P 500 si vous enlevez le boom de la thématique de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont évidemment impliquées dedans depuis très longtemps, mais qui ont plus évoqué ce terme intelligence artificielle dans la publication de leurs résultats, et on a vu qu'il y avait eu un boom du résultat, de l'avancée du cours de bourse. Et donc ici, alors c'est les calculs de la Société Générale, si on enlève ce boom de l'intelligence artificielle, eh bien on voit que le S&P 500 aurait fait moins 2% au lieu de plus 7%. Donc on voit qu'il y a aussi une concentration sur les valeurs, mais aussi une concentration sur des thématiques un peu les mêmes qu'on avait eues sur le métaverse, même si c'est différent évidemment les thématiques, mais on voit que les gens se focalisent non pas sur juste quelques valeurs, mais aussi sur des thématiques très précises. Ouais, les grandes valeurs qui profitent du buzz ou du thème de l'IA, c'est alors pas forcément Apple, mais plutôt du Microsoft, Google, du Nvidia, du Salesforce, grosse capitalisation effectivement, qui connaissent des avancées spectaculaires là aussi depuis le 1er janvier. Je note également dans les petits éléments techniques qui soutiennent des valeurs comme Apple ou comme Microsoft, les programmes de rachat d'actions. Enfin, je veux dire, on est toujours sur des rythmes spectaculaires, massif en matière de rachat d'actions. Apple, Microsoft font partie des entreprises qui rachètent le plus d'actions au monde et qui offrent un retour aux actionnaires parmi les plus favorables, on va dire ça comme ça, John.
Oui, tout à fait. 90 milliards pour Apple. Vous parliez d'Apple, les rachats d'actions, donc c'est absolument extraordinaire, bien évidemment. Et on sait que ces sociétés sont des sociétés qui ont plein de liquidités, plein de cash. Et puis, on avait vu que durant la crise, la partie recherche et développement, il n'y avait pas énormément d'argent qui avait été mis dedans. Donc, ils préfèrent faire des rachats d'actions, en tout cas sur le court terme, que de faire des acquisitions ou d'accélérer la partie recherche et développement. Et évidemment, eh bien, au niveau technique, comme vous le disiez, Grégoire, eh bien, ça a un impact très positif sur ces valeurs. Au-delà de ces événements et de ces enjeux techniques, John, il y a aussi la réalité fondamentale. On va clore là, dans les prochains jours la saison de publication des résultats du premier trimestre, notamment aux États-Unis, mais également en Europe. Les résultats sont bons. Dans quelle mesure est-ce que les résultats sont encore bons, John ? Vous savez, c'est assez amusant, Grégoire, parce qu'à chaque fois qu'on a ces derniers trimestres, chaque fois qu'on a la publication des trimestriels, eh bien, on se dit cette fois-ci, c'est vraiment cette fois où les sociétés vont nous donner un message extrêmement négatif pour la suite à cause de la récession, à cause de l'inflation, à cause des taux d'intérêt, etc., etc. Eh bien, si on fait un bref bilan, on n'est pas tout à fait terminé, mais si on fait un bref bilan, vous prenez les bénéfices des sociétés du S&P 500, elles ont baissé de 3% d'une année sur l'autre, alors qu'on attendait le consensus avant la publication des résultats, attendait du moins 7%. Donc on voit que c'est nettement meilleur qu'attendu ou moins mauvais qu'attendu. Et en Europe, on attendait des bénéfices en augmentation de 3%. Ça, c'est supérieur de 10% à ce qu'on attendait. Alors évidemment, il faut faire attention au secteur lorsqu'on parle de résultats d'entreprises. Et on voit notamment qu'aux États-Unis, eh bien, ce qui a mieux marché, c'est l'énergie, l'industrie, la consommation discrétionnaire, qui ont connu des croissances à 2 chiffres de leurs bénéfices par action. Et de l'autre côté, eh bien, le reste des entreprises, des secteurs qui constituent le S&P 500, eh bien, était un peu en baisse. En Europe, c'est un peu différent puisqu'on avait la consommation discrétionnaire, les biens de première nécessité, la finance et la technologie qui ont bien fait, et de l'autre côté, les services de communication, l'énergie et les matériaux qui ont un peu moins bien fait. Et il y a un facteur un peu technique qui est assez intéressant de regarder, ce que regarde notamment JP Morgan dans certains de ses analyses. En fait, c'est de regarder quelle est la réaction à une bonne ou à une mauvaise surprise en termes de bénéfices pour les trimestriels des entreprises. Et on voit que cette fois-ci, lorsque une société a publié des bénéfices, des résultats supérieurs aux attentes, eh bien, la réaction de l'entreprise en bourse était moins forte qu'attendue. Alors que de l'autre côté, les entreprises qui ont publié des résultats en dessous des attentes ont été beaucoup plus sanctionnés que d'habitude. Donc on voit ici que c'est certainement cette frustration de l'investisseur en se disant que cette fois-ci, c'était évidemment le cas où les entreprises allaient faire des profit warning à tout va, mais pas du tout. Donc on voit qu'ici, on va avoir Walmart, vous l'avez dit, on va rentrer dans le cœur de la consommation américaine, et Home Depot. Et là, on aura évidemment des indications. Mais pour l'instant, je dirais, et ça devrait continuer, eh bien, meilleur qu'attendu. Alors, on attendra le prochain trimestre pour dire que c'est cette fois-ci qu'on aura des warnings plus importants que prévu, mais j'en suis même pas sûr. Merci beaucoup, John. Merci pour votre éclairage de début de semaine sur les enjeux du moment, sur les marchés, notamment sur les marchés américains. John Plassard, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, qui est avec nous en visioconférence. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bismart.